Donc, officiellement, les conversations des étudiants de la permaculture sont ouvertes. Nous commençons en parlant de la classe dehors, qui est une dynamique nouvelle, mais sur des idéaux et des pratiques très anciennes. Nous allons en parler avec Alexis Desplat, qui est architecte et doctorant. Il travaille sur justement les relations entre architecture et pédagogie, et notamment comment on peut impliquer les enfants dans la rénovation de leur école. Et on sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'écoles en France qui ont besoin d'être tapées parce que, outre l'amiante, juste ça ne tient plus debout, quoi. C'est assez catastrophique. Avec Benjamin Gentil, qui est le coordinateur de la Fabrique des communs pédagogiques, qui elle-même milite et pousse et coordonne, on peut dire, tout le mouvement de la classe dehors, qui associe plusieurs dizaines d'associations, de fédérations, de collectivités qui mettent en avant cette pratique de la classe dehors. Il a organisé les premières rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers, qui a réuni 2000 personnes et 1500 enfants en 2023, et il va récidiver à Marseille au printemps prochain, où là il y aura encore plus de gens, parce que la ville aussi est plus grande, et Florence, qui elle pousse la classe dehors à Paris, où tu es élu du 20e arrondissement en charge de l'éducation populaire et de la transition écologique, et par ailleurs tu es enseignante et pratiquante de la classe dehors. Donc tu interviens un peu au nom des deux, avec tes deux casquettes. Peut-être la question la plus basique, c'est quoi la classe dehors? Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est quand même une expression relativement récente. Qui veut s'y coller? Florence. Alors, la classe dehors. Bon, c'est un terme consacré à une pratique qui existe déjà depuis des décennies, voire plusieurs siècles, parce qu'on peut remonter même jusqu'au XVIIIe siècle, certains penseurs allemands. Et puis si on remonte encore plus loin, Léonard de Vinci, qui nous disait que voilà, on apprenait de la nature. Hein, c'est là, voilà. Et donc c'est là que ça se fait, c'est là que ça devrait se faire, et c'est là où ça se fait plus. Et la classe dehors, c'est... J'aime pas trop le terme classe, parce que ça enferme encore. Ça enferme dans une boîte, ça enferme la pensée, ça enferme le corps. Mais bon, si on considère la classe comme un lieu d'apprentissage, un lieu d'enseignement, alors la classe dehors, c'est partout. C'est partout, c'est à côté de chez soi, c'est même dans des environnements qui ne paraissent pas très attrayants dans nos villes, dans certains quartiers. Et pourtant, vous trouvez en fait la nature, puisqu'il faut la nommer comme ça, même si là aussi, tout ce qui concerne le vivant autre qu'humain, qu'on qualifie de nature ou d'environnement, bon là aussi je ferme la parenthèse parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça peut aussi être questionné, comme le fait Philippe Descola par exemple. Mais vous remontez un escalier de métro, et puis vous avez une petite abeille qui est là en souffrance. Pourquoi ne pas s'arrêter, voilà, pour la prendre dans sa main, la déposer ailleurs? On est dans du béton, et pourtant la nature s'invite là, et on ne la voit pas. La plupart du temps, on a plus ce regard. Et donc là je rejoins Baptiste Morisot, qui dénonce ce manque d'égard vis-à-vis de tout le vivant, autre qu'humain. Et donc la classe dehors, c'est d'abord ouvrir son regard sur l'autre qui n'est pas nous, et ouvrir son regard sur la beauté du monde. Voilà la définition que j'en donnerais personnellement, bien évidemment. C'est dur de passer après, mais moi peut-être, du coup sur mon sujet, la classe dehors, ça va plutôt être comment est-ce qu'on met les enfants en mouvement dans le cadre d'un projet d'architecture. Donc comment est-ce qu'on les fait participer à la rénovation de leur école. Et donc évidemment c'est englobé, je pense, par tout ce que tu viens de raconter à l'instant. Donc la pratique, s'y manipuler, le fait d'être en dehors de la classe pour travailler les matériaux notamment. Et donc dans le cadre de la rénovation des écoles, si on rénove en plus, on est ici avec les réseaux de l'éco-construction, donc la terre, le bois, la paille. Sur les stands là-bas. C'est ça, jumelé à Topofil.
justement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les enfants s'y apprennent en manipulant, donc peut-être des choses aussi moins théoriques des fois et plus pratiques. Je vais m'arrêter là et je pense que je vais passer la parole à Benjamin qui va nous expliquer. La classe dehors, quand on a employé ce terme, parce que c'est un terme qui est en train de s'imposer médiatiquement, quand on choisit ce terme en 2020, c'est parce que le hashtag n'existe pas sur Twitter. Donc ça permet de voir la pénétration d'un mot et comment ça s'impose, et c'est un marqueur aussi de est-ce qu'on réussit à entraîner un mouvement derrière école dehors, classe dehors, école du dehors, hors les murs, plein air, appelons ça comme on veut. La question c'est est-ce qu'on se met en mouvement vers le dehors pour apprendre un dehors qui est nature, un dehors qui est chantier, un dehors qui est place publique, un dehors qui peut être une rue avec des voitures, enfin et du coup derrière ce terme de classe dehors, en fait il n'y a pas un concept scientifique, il y a un mouvement divers, et donc ça réunit, et c'est bien que ça soit un peu la définition soit pas si fixe, parce que ça peut permettre à beaucoup de gens de se reconnaître. Le dehors aussi, c'est aller faire du sport, remettre le corps en mouvement, et il y a toute cette dimension là, le dehors c'est le rapport au loisir et à la plaisance, et le mouvement qui prend forme depuis 4 ans autour de la classe dehors, en fait, dépasse toutes les visions qu'on peut avoir individuellement, et c'est ça qui est intéressant, parce que on le voit au fil des semaines, au fil des mois, il y a des nouvelles composantes qui arrivent. Aujourd'hui, les acteurs de la santé prennent une place de plus en plus importante dans le mouvement de la classe dehors. Par exemple, à Marseille, en mai prochain, tu signalais qu'il allait y avoir un événement. On est en discussion on travaille avec la chaire santé et éducation de l'UNESCO qui est basée à Clermont-Ferrand, avec le CODES, avec l'ARS, enfin bref, un certain nombre d'acteurs de l'environnement et de la santé, pour proposer, dans le cadre de la classe dehors, à tous les élèves de l'académie de faire un diagnostic de santé territoriale de leur école. Donc en gros, aller prendre leur petit peloton, sortir dehors et ici signaler les nuisances sonores, là signaler ce qui leur plaît visuellement, ce qui ne leur plaît pas, et finalement travailler à l'étude du milieu de leur école et participer à des démarches scientifiques d'enquête pour alimenter des projets scientifiques et participer au mieux vivre. Est-ce que c'est la classe dehors telle qu'on aurait pu la formuler dans les années 20 avec les classes promenades? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça en reprend? Très certainement. Voilà, c'est aussi large que ça. Sur ces entrefaits, les projets concernés. Bienvenue. Merci. On a cette image où la classe dehors, on voit des enfants aller dans les bois. On a beaucoup parlé, médiatiquement en tout cas, des forest schools. Et ici, on est à Montreuil, on est au Mur-à-Pêche, on est en banlieue parisienne. Est-ce que la classe dehors peut aussi être urbaine? Voilà, je pose des questions très basiques. Ah bah bien sûr. Parce que vous mettez... alors là, vous avez vu à l'entrée, il y a un stand du Muséum national d'histoire naturelle avec la dynamique lancée des sciences participatives. Et voilà, donc on a notamment Speeple. Bon, ben ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai mené avec mes élèves de CM1, CM2. Alors, pas Speeple, c'est Sauvages de ma rue. Et donc, oui, justement. Donc, c'est avec une clé d'identification. Donc, on parcourt un périmètre donné. Donc, dans la mesure où c'est une démarche scientifique, il y a un protocole à respecter. Donc, il y a un périmètre donné, un temps donné. Et donc, sur ce temps et sur ce périmètre, on essaie, grâce à ce petit livret avec les clés d'identification des plantes, de repérer toutes ces plantes qui s'installent sans l'intervention humaine. Et donc on est à côté de l'école, dans notre quartier. On a défini une rue que les enfants ont choisi, le périmètre convenait parfaitement. Et à partir de là, on les laisse à partir du moment où ils ont les consignes, on les laisse sur le terrain, c'est eux qui gèrent. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui nous échappent complètement, qui vont être inventées par les élèves et qui devraient être en fait répétées dans chaque espace urbain. À savoir, prendre une craie
Et une fois qu'ils ont repéré la plante, que c'est validé, ils l'écrivent à la craie sur le trottoir. Donc c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Et c'est venu spontanément. Et donc ça veut dire que les passants, même si évidemment c'est un écrit éphémère, puisque c'est de la craie et qu'à la première pluie ou au nettoyage ça partira, mais en attendant, les passants auront pu s'arrêter peut-être sur cette plante que d'habitude ils ne voient jamais et lire un nom, peut-être faire la recherche ensuite dans une encyclopédie sur internet, enfin peu importe. C'est-à-dire que par les enfants, là, on va encore une fois changer le regard des habitants. Et enfin, moi ça me semble totalement essentiel de commencer tout petit cette éducation au regard, cette éducation à une élévation des consciences. On parle sans arrêt de transition, et pour moi il n'y aura pas de transition sans éducation, et cette éducation elle commence dehors, elle ne commence pas enfermée dans une classe entre les pages 23 et 32 du manuel de sciences, ou entre les pages 17 et 43 du manuel d'instruction civique. C'est l'égard vis-à-vis du vivant, on parle de cours d'empathie. Mais là, on y est, parce que comprendre ce que fait là une araignée, comprendre ce que fait là une petite bête ou une plante qui paraît indésirable la plupart du temps, quand on sait ce que l'ortie représente, par exemple, pour les pollinisateurs, bon, donc pour l'ensemble d'un écosystème local, c'est comprendre que le plus petit, le plus moche, et Victor Hugo l'écrivait aussi très bien dans certains de ses poèmes, a une importance et on ne peut pas vivre sans. Voilà. Et donc ça commence par là, il me semble, l'empathie, pour, encore une fois, le plus petit, le plus fragile, le plus laid, et du coup pour celui ou celle, en tant qu'humain, qui peut paraître différent et qui a une immense richesse. Oui, bien sûr, entre nous, Ouais, mais oui, je lève la main. Non, merci. Du coup, comment est-ce que vous imaginez tous, moi je pose des questions idiotes parce que c'est un sujet que je connais pas très bien, pour mixer justement l'éducation nationale, le programme et ces promenades dehors, d'éveil et de... Est-ce que les deux sont mixables? Est-ce qu'on peut les harmoniser? Et voilà, comme ça. est-ce que le programme officiel est compatible avec le dehors? Oui. Merci. À La Réunion, il y a beaucoup d'élèves en maternelle, ils arrivent, ils parlent le créole et ils ne parlent pas le français. Donc, l'école est le lieu d'acquisition de la langue nationale et l'école du dehors permet et facilite beaucoup l'acquisition du langage justement en pointant et en nommant les choses. Je reste sur la maternelle et je vais donner juste 2-3 exemples parce que la réponse est oui, c'est une évidence. Sur la motricité en maternelle, pareil, tu as des salles de motricité avec par exemple une poutre. Ben là, il y a un chercheur qui a travaillé avec des profs de maternelle, devine quoi, aller marcher sur un arbre couché qui bouge un petit peu, c'est mieux que marcher sur une poutre pour le développement moteur. Ensuite, je remonte au lycée, il y a des référentiels d'apprendissage en éducation et développement durable, des programmes officiels, avec 6 thématiques, par exemple l'eau. Faudra m'expliquer comment on va apprendre l'eau au lycée, uniquement dans des livres, en fait. Et c'est plutôt la question inverse, est-il possible d'apprendre et d'acquérir les savoirs qui sont imposés dans les programmes et dont, en tout cas pour la fabrique des communs pédagogiques, ce n'est pas notre rôle d'en interroger ni le contenu ni la qualité, mais de dire, par contre, on ne peut pas ne pas le faire uniquement à l'intérieur. Et ça, je suis entièrement d'accord, mais c'est comme on peut difficilement ne pas... je veux dire, tous les enfants, tous les élèves sont complètement obligés de suivre des programmes. Oui, on continue, tu apprends à dénombrer. En fait, là, il y a combien de chaises? Et si j'enlève une chaise, il en reste combien? D'accord.
Donc c'est adapté. C'est infini. De l'écriture de création, on écrit. Par exemple, je parle des compétences fondamentales. Donc vraiment les trucs, le socle des savoirs, lire, écrire, compter, respecter autrui. Là, on organisait à Montpellier, dans le Jardin des Plantes, avec un auteur qui s'appelle et metteur en scène qui s'appelle Nantier Mbara. On a organisé un événement littéraire. C'était un bac blanc de français en fait. Et donc en fait, en fait, c'est infini. Il faut juste changer la manière de regarder la chose. Mais la question est légitime et elle vient montrer tout le blocage psychologique et toute la culture en fait qu'il faut déconstruire autour de ce qu'est et ce que doit être l'école. Je vais peut-être répondre. Tu veux me poser une question ? Non, c'est pour répondre aussi. Moi, je suis enseignant aussi. C'est pour rassurer qu'il y a une liberté. Tu peux prendre le micro parce que pour la Bien sûr. Du coup, je disais, je suis enseignant et du coup, pour rassurer un peu, on a ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Et donc, pour avoir effectivement les mêmes acquis, on a le droit de choisir différentes formes. Et c'est accepté par l'ensemble des acteurs. Bah, c'est même pas que c'est accepté, c'est que après, moi, je suis professeur d'EPS par exemple, donc je rejoins un peu l'idée de, je peux pas apprendre dans un livre à faire de l'EPS, quoi. Donc, par contre, j'ai le choix de comment je vais mettre en œuvre telle activité. Et j'ai une façon différente d'autres collègues de travailler, par exemple. Après, on peut faire des choix d'équipe, ça c'est encore autre chose. Mais c'est juste pour rassurer qu'en fait, il y a déjà un choix, comme tu le disais très bien, de compter les plantes dehors plutôt que de compter dans un livre. Donc ça, on a le droit. Alors, effectivement, la réalité, par contre, c'est qu'il y a des blocages de si je veux sortir, il faut une autorisation de sortie, etc. Et en fait, c'est ça, le frein, c'est les autorisations, la responsabilité. Mais c'est faisable, mais effectivement, c'est plus difficile. Et après, ça revient à quelle école on veut, quelle société on veut. Qu'est-ce qu'on facilite, où c'est qu'on met des freins. Et voilà, c'était pour rassurer qu'on peut faire quand même pas mal de choses, quoi. C'est pas complètement marginal. Grâce au travail de la FAPELA, il y a la semaine francophone de la classe dehors qui s'est déroulée en mai dernier. Il y a 2000 établissements qui ont participé. Ça veut dire qu'ils ont emmené leurs enfants, leurs écoliers, au moins une demi-journée dans cette semaine dehors. Donc, ça se fait. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi, moi je vais revenir du coup, ma petite expérience, je suis pas prof, du coup je suis architecte, j'interviens dans une école à Grigny, c'est une école qui est en rénovation, sur laquelle on a, pendant le temps des rénovations, construit une école temporaire à côté pour accueillir les enfants. Et du coup, dans ce cadre-là, les enfants étaient dans une cour de récréation qui n'avait aucune activité, donc en plus toute petite, donc ils passaient leur temps à se taper dessus, à courir dans tous les sens. Et donc on a construit un labyrinthe avec des portes de réemploi qui devaient être jetées dans l'ancienne école. Et en fait, tout simplement, finalement, quand on a construit ce labyrinthe, pour assembler les portes entre elles, il a fallu à chaque fois trouver la moitié, donc faire des mesures, prendre un mètre, le sortir, calculer comment on divise par 2, par 3, par 4. Et donc finalement, on arrive toujours à reconnecter aussi avec des tâches pratiques aux fondamentaux, justement, que tu évoquais, Benjamin, notamment la discussion et les mathématiques dans ce cadre-là, mais aussi le français, puisqu'on a appris plein de mots, on a appris ce que c'était que les outils à l'ancienne, les chignoles, les tarières. Oui. Alors, nous, c'est un peu du piratage. Typiquement, on n'a pas eu d'autorisation. Alors, je ne sais pas si je devrais le dire devant la caméra, mais on a clairement pas demandé l'autorisation au rectorat. Par contre, l'inspectrice académique est venue lors de l'inauguration et en fait, tout le monde était très content. Et donc là, je retourne lundi pour faire des réparations avec les enfants. On va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, je sais pas s'il faut dire ça, mais en fait, finalement, en piratant un peu les choses, on arrive aussi à faire et à construire et à avancer. Alors nous, c'est une classe dehors dans la cour de récréation, par exemple. On n'est pas sorti de l'école, mais déjà, on a pu faire beaucoup de choses finalement sur place. Et des enfants qui utilisent des outils, parce qu'il y a des craintes aussi souvent sur la sécurité, etc. Et là, comment ça se passe, tu l'as vécu directement. Là, ce qui était formidable, c'est qu'en fait, finalement, on a utilisé que des outils à l'ancienne, donc c'est des outils sans énergie électrique, que énergie mécanique, et en fait, à partir de ce moment-là, finalement, dès qu'on commence avec juste un tournevis, une tarière, une chignole, même une scie, on a pu faire des choses même avec des CP. Les CP ont pu scier des planches, donc ce qu'il faut, c'est encadrer, il faut être attentif, il faut préparer un peu les choses en amont, mais en fait, une fois qu'on est sur place, si l'enfant il pousse un peu trop fort, tout simplement, avec la chignole, au pire du pire, il se tape un peu dans le doigt et en fait il se passe rien, quoi. Et en fait pendant le chantier il y a eu plein de blessés, mais les blessés ils étaient pas du tout sur le chantier. Les blessés c'était des enfants qui couraient à côté sur le béton et qui se vautraient par terre sur un béton qui en fait je sais pas comment l'exprimer, mais qui râpait tout, c'est ça en fait, les vêtements, la peau, la chair derrière. Et donc en fait on a eu je trouve que le contraste était assez saisissant finalement. Les enfants qui se blessaient c'était jamais sur le chantier, quoi. Oui, je rebondis sur les propos précédents. Il y a toute une éducation à faire, mais ça se situe plus au niveau des parents
des enseignants, des animateurs, animatrices, voilà. Vous avez un exemple là. Et si vous le laissez là, vous allez voir qu'il va inventer plein de jeux. Et donc les parents peuvent rebondir là-dessus. Et par rapport au vocabulaire, donc enrichir le vocabulaire avec les noms, les verbes. Ça, je pense que toutes celles et tous ceux qui ont pratiqué ce genre de pédagogie peuvent en témoigner. Alors par rapport à l'institutionnel, donc la ville de Paris et l'Académie de Paris ont lancé le protocole École dehors depuis janvier 2024. Donc c'est une bonne nouvelle parce que la ville de Paris et le rectorat n'ont pas forcément l'habitude de travailler main dans la main. Il y avait eu quelques essais en 2014-2015 par rapport à l'EDD, l'éducation à l'environnement au développement durable. Donc ils avaient essayé d'organiser des binômes enseignants, animateurs, animatrices et formations. Mais ça a tourné court parce que, bon, je m'adresse à Laurence Bertel qui elle est la coordinatrice des jardins pédagogiques du 20e arrondissement et donc qui connaît très bien le fonctionnement au niveau notamment de la direction des affaires scolaires. Et évidemment, ça a bloqué parce que pas assez d'animateurs, d'animatrices volontaires ou pas assez d'animateurs, animatrices pour remplacer ceux qui étaient volontaires. Donc. Mais aujourd'hui, il y a énormément de demandes de la part du scolaire et du périscolaire. Donc, enfin, les deux instances se sont rencontrées. Ça a été inauguré en plus en grande pompe à l'Académie du climat. Et maintenant, on a un référent au rectorat de Paris, École dehors, on a une liste WhatsApp et ça ne désemplit pas les témoignages, là encore pour la rentrée, d'enseignants, plutôt d'enseignantes d'ailleurs, qui ont emmené tout de suite leur enfant, c'est plutôt majoritairement des maternelles aussi pour l'instant. Ouais, ça aussi, il va falloir surveiller ça de près parce que jusqu'au lycée, on peut enseigner dehors et même bien au-delà, bien entendu. Mais bon, il ne faudrait pas que, comme l'EDD, ce soit uniquement dévolu aux profs de sciences, par exemple, en collège et lycée, et que là, dans le cas de l'école dehors, ce soit uniquement la prérogative des enseignantes de maternelle. Donc, vous voyez, il y a tout un travail à faire de ce point de vue-là. C'est beaucoup trop genré, cette éducation. Et donc on va voir à Marseille, puisque c'est une ville très active dans ce domaine, voilà ce qu'ils vont proposer. Mais en tout cas, la dynamique est lancée au niveau de la ville de Paris, parce que c'est porté par énormément d'adultes, que ce soit des enseignants, des animateurs, des animatrices, des parents aussi, qui sont désireux et désireuses de voir les enfants sortir de ces boîtes, s'ouvrir au monde. Et puis, évidemment, laisser les écrans les écrans de côté, parce que ça c'est effectivement c'est une problématique qui a déjà commencé à prendre une envergure très très importante et très très préoccupante, surtout dans la vie des familles et dans la vie des établissements scolaires. Et c'est vrai qu'on remarque de plus en plus qu'il y a un problème de santé mentale des jeunes qui n'est pas assez traité et qui devrait passer par cette reconnexion à la nature. Moi je dis toujours qu'il faut relier l'humain à l'humus avec toujours le sens de l'humour. Voilà. Et puis rassurer le plus possible, donc tous et tout autant que nous sommes, dans la mesure où on connaît cette pratique, il faut essayer vraiment de rassurer et les parents qui craignent. On le voit, peut-être que Laurence pourra nous dire un mot des cours Oasis. Les cours Oasis sont très très bien reçus dans l'ensemble, mais au début, les agents craignaient par rapport à la propreté. Les parents craignaient par rapport à la propreté et la sécurité. Les enseignants, les animateurs craignaient par rapport à la propreté, l'insécurité et encore, peut-être le manque de concentration des enfants. Mais c'est tout le contraire, c'est vraiment tout le contraire. Puis à partir du moment où on commence à réguler,
tout se passe très bien. Donc il faut laisser passer, disons, les premières semaines et ensuite on constate de part et d'autre, petits et grands, les bienfaits que peut apporter cette éducation. Oui, moi ce que ça m'évoque là, parce que j'ai été formateur il y a très longtemps, mais je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant, puis mes enfants sont grands maintenant, mais ça me fait penser à mes débuts professionnels dans la prévention sanitaire dans l'habitat insalubre. J'ai commencé dans le 20e aussi, à la Croix-Saint-Simon, à l'époque où il y avait encore un centre social. Et c'est les enfants qui venaient au soutien scolaire à la Croix-Saint-Simon qui m'ont appris ce que c'était que de vivre dans un habitat insalubre, dégradé. Alors après, on en est venu aux peintures au plomb, et puis après, j'ai fait 23 ans de prévention, dont 17 à Montreuil. Mais c'est vraiment le fait qu'il y ait cette expertise, ce que j'appelle moi l'expertise d'usage, c'est-à-dire que ces enfants avaient une véritable expertise d'usage, d'habiter dans des appartements dégradés, où ils avaient honte d'inviter leurs copains d'école, où ils pouvaient eux parler, avoir d'abord une parole sur leurs conditions de vie, sur ce qu'ils pouvaient. Ils avaient une bien meilleure connaissance de ça que la connaissance savante, on va dire, des professionnels. Et ça m'a vraiment... ça a été ça le démarrage de 23 ans de carrière sur ce thème-là, parce que j'avais fait d'autres trucs avant, mais voilà, et ça répondait complètement à moi, mes soucis, mes préoccupations en éducation populaire, parce que j'étais militant de la CNRA il y a un temps, mais c'est vraiment de constater concrètement que les gamins, c'était des gamins de CP au CM2, qui venaient au soutien scolaire, que les gamins savaient des choses et savaient comment les dire et comment les présenter. C'était des membres de famille évidemment très très défavorisés, d'origines diverses, mais qui habitaient du côté de la rue de la Réunion, rue des Vignoles et tout ça, c'est un quartier que vous devez connaître. Ouais. Bon, ça a bien changé, hein, dans les années 90, au début des années 90, il y avait des immeubles où ça craignait quand même nettement. Hein, moi j'ai vu des gens passer à travers le plancher ou recevoir le plafond sur la tête. C'était des escaliers où il manquait des marches, où les gamins montaient, descendaient en courant. Et puis là, évidemment, l'eau courante, elle était sur le trottoir au bout de la rue là-bas avec un col de cygne. Et les gens avec des bidons. Mais bon, là-dedans, dans cet environnement-là, les gens, les enfants et les adultes savaient des choses que les professionnels ne réalisaient même pas. Et donc ça a été tout un travail, d'abord dans le 20e, et puis ensuite ici à Montreuil pendant 17 ans, faire comprendre aux collègues des autres services que ces familles, ces gens avaient une véritable expertise d'usage. Voilà, c'est tout ce que vous présentez m'évoque. Ouais, mais non, mais 2 minutes, parce que moi je suis un peu longue parfois. Parce que je suis très passionnée. Bah justement, on a travaillé avec le CAUE sur les pieds d'arbres et puis sur un jardin d'un futur éco-quartier. Et je me rappelle cet élève très très en difficulté qui nous a servi de guide. Parce que c'est son quartier, il le connaît, il aime, et il était extrêmement fier de nous présenter son quartier, enfin du moins de présenter le quartier aux intervenants du CAE, qui sont des super professionnels, notamment auprès des enfants, mais qui ne connaissent pas ce coin du 20e. Voilà. Et à partir de là, quand il a eu cette place, cet enfant, dans ce groupe de travail, son rapport à l'école a été totalement métamorphosé. Voilà. Je suis ravi de rebondir sur la question de l'usage, parce que c'est vrai qu'en architecture, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et on est très content de voir que les élus s'y intéressent de plus en plus, parce qu'en fait, finalement, les architectes très souvent construisent des bâtiments pour des gens, avec leur vision à eux, sans forcément connaître la façon dont vivent les gens dedans. Et donc c'est très bien qu'aujourd'hui, on arrive à remettre ce qu'on appelle la maîtrise d'usage au centre vraiment de la question à la fois de l'habitat, qui est primordial, mais aussi du coup dans les écoles, en fait, tout simplement, comment est-ce que la communauté éducative a construit une culture éducative autour d'un fonctionnement, et comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de ce fonctionnement pour faire remonter la parole des professionnels qui travaillent là-dedans, que ce soit les enseignants, les animateurs, les ATSEM, enfin tous les personnels de l'école, et bien évidemment les enfants, évidemment.
C'est leur seconde maison. C'est ça. Et du coup, ce qui est compliqué en tant qu'architecte, c'est que très souvent on arrive avec un programme qui est très contraint et qui demande à être respecté. Heureusement, de plus en plus, dans la phase de programmation, on commence à réintroduire ces sujets-là et donc on recommence à interroger tous les habitants de l'école. Je vais rebondir là sur la question architecturale. Oui, donc je suis animatrice pour la circonscription du 20e arrondissement Paris. Animatrice engagée sur la question du jardinage depuis très longtemps. Et donc nous, j'ai soutenu le travail, la volonté de la mairie centrale de créer des jardins dans les écoles. Donc moi, depuis 2016, j'ai œuvré pour que ces jardins, avec la mairie centrale, puissent vivre et s'installer dans les écoles. On a pu parallèlement créer un lieu qui s'appelle le Pavillon Fleuri, et qui est un lieu d'architecture innovante avec des techniques vertueuses, des techniques de construction vertueuses. Et c'est vrai que ça interroge justement la communauté éducative sur les pratiques pédagogiques, sur comment. Donc c'est un lieu rond déjà, avec des ouvertures sur l'extérieur, 8 ouvertures. Donc tout ça, ça permet vraiment ça crée une base, en tout cas, ce bâti, pour interroger la pratique pédagogique des enseignants comme des animateurs. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire un mot de la Convention des droits des enfants dont tu parles souvent? Ouais, bien sûr. On a interrogé depuis tout à l'heure la classe dehors, c'est quoi? Est-ce qu'on peut bien apprendre le programme? Est-ce que les gens ils sont d'accord? Est-ce qu'on va se faire mal avec des outils? Tiens, on peut même faire des trucs avec des architectes. Mais en fait, ce qui est essentiel d'avoir en tête, c'est qu'effectivement, depuis 1989, il y a une convention internationale des droits des enfants qui a été immédiatement ratifiée par la France. En tant que traité international, c'est supérieur à la loi interne, donc ça veut dire que c'est une super méga loi qu'on est tenu de respecter, et son article 3 stipule le droit à la santé des enfants. Santé publique France, hein, pas Bastamag, c'est pas de la pensée militante, mais de la pensée scientifique, des travaux scientifiques en santé publique, alerte depuis plusieurs années sur la santé des enfants, santé physique, avec des problèmes de développement moteur, des problèmes d'acquisition du langage, des risques de surmortalité liés, de comorbidité liés à de l'obésité et à un manque d'activité physique. On ne sait pas comment, aujourd'hui, d'un point de vue sanitaire, préserver la jeune génération, les enfants. Et donc, en fait, l'État français, les collectivités, les opérateurs publics, en ne facilitant pas la possibilité pour les enfants d'aller dehors juste pour être en bonne santé, se mettent en défaut d'une convention internationale qui a été ratifiée par la France. Et donc, cette convention internationale des droits de l'enfant, elle est extrêmement importante pour rappeler qu'en fait, le dehors est d'abord un droit. Je parlais du droit à la santé, mais je vais en mentionner deux autres. Le droit au jeu et au loisir est garanti. Je pense qu'on a une super démonstration depuis tout à l'heure. C'est quand même cool de pouvoir appliquer des traités internationaux avec convivialité et joie. Pourquoi sont privés? Et le troisième, qui me semble fondamental, c'est le droit de participation des enfants sur les problématiques qui les concernent. Avoir une école dépolluée, ça les concerne. La participation aux travaux de rénovation, c'est pas parce que c'est sympa, c'est parce que c'est un droit et qu'on ne fait que respecter du droit. Donc très rapidement sur la convention, et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à en prendre connaissance et à la lire. Vous avez UNICEF France, vous avez Défense des enfants internationale, vous parliez des CMEA, il y a plein d'associations d'éducation populaire qui portent cette convention, il y a plein d'élus qui portent cette convention. Elle n'est pas assez connue, donc merci de donner l'occasion d'en parler rapidement et de rappeler que
on fait juste ce qui doit être fait en fait. On fait pas de l'innovation pédagogique, on fait pas de l'expérimentation, on applique le droit, simplement. C'est tout, c'est bon? Oui, tu voulais pas. Non, oui, non, mais après vous avez dit plein de choses, c'est pas pour répéter. Non, parce que je crois qu'on parlait sur les outils, je crois que je voulais réagir sur d'expérience même aujourd'hui. Bon, il n'est pas très vieux, hein, il y a 2 ans et quelques. Mais c'est vrai que quand on fait confiance et qu'on responsabilise, nous on le voit, il fait énormément de choses, il se blesse pas. Ou comme quand il se blesse à la mesure de, il se tape, il se fait un petit boulot, c'est rien. Et c'est comme la motricité, c'est pareil, on le voit. Il va tomber l'enfant à la mesure de ses capacités, c'est-à-dire quand il ne sait pas encore marcher, il ne va pas tomber d'une échelle si on le laisse tout seul. Il va tomber peut-être de la hauteur de la botte de foin parce qu'il s'est levé dessus, il est tombé, et en fait c'est comme ça qu'il apprend. Et voilà, c'était pour revenir sur les outils, etc. En réalité, si très vite, très tôt, et je crois que tu disais, tu parlais des parents, et effectivement je pense que c'est un tout, c'est une éducation qui doit être globale, c'est ça en fait, c'est plus on les laisse responsables vite, plus ils maîtrisent et moins ils se blessent et moins ils se font mal. Tout simplement, je crois que c'était là-dessus que je voulais rebondir, quoi. Voilà, c'est tout. Tu veux ajouter quelque chose? C'est bien l'école? Bon alors lui pour le coup en plus il est déjà dans une école un peu à l'extérieur, c'est l'Ara Palabre qui est juste ici à Montreuil là. Donc il expérimente un peu aussi, il vient souvent ici dans les murs à pêche. La forêt urbaine, tu parlais de est-ce qu'on peut être dehors dans l'urbanisme, donc c'est la forêt urbaine, etc. Donc il fait un peu ça déjà. Et la vraie campagne quand on peut y aller aussi. Voilà. Est-ce que vous avez l'idée du pourquoi il y a une dynamique ou un engouement aujourd'hui et pas il y a 10 ans, il y a 20 ans ou quand la convention a été ratifiée par tout le monde? Parce qu'il faut du temps, il faut des circonstances qu'on ne maîtrise pas, et puis il faut du travail. Il faut du temps. 2000 ans, Aristote il faisait cours de philosophie dehors, il marchait dans l'Académios. Donc comme ça on se détend, ça existe depuis toujours. Et après, quand même à partir de 1972, quand il y a eu... en fait, au moment du choc pétrolier, c'est un rapprochement qui n'a pas... Il n'y a pas de causalité, mais c'est comme ça. En même temps que le choc pétrolier, il y a la revue La Hulotte qui est lancée. Et se structure, en fait, commence à se structurer tout le champ de l'éducation à l'environnement. Bon, déjà, il faut 50 ans pour que ça monte. Donc, qu'est-ce qui crée les conditions là? C'est Aristote il y a 2000 ans, les gens qui ont créé La Hulotte il y a 50 ans, les malins des CMA sur leur terrain d'aventure dans les années 60-70. Donc déjà, il faut apprendre à plein d'endroits. Avant de se dire, on va faire un gros truc, un fait social total, comme on m'a dit au ministère une fois sur la classe dehors. J'étais waouh. Et je le réemploie fréquemment parce que je suis extrêmement d'accord avec la personne qui a dit ça. Et donc voilà, et ça monte comme ça. Puis là, j'accélère un petit peu. Il y a une quinzaine d'années, en 2008, le réseau École et Nature invite Sarah Wauquiez à ses rencontres nationales. Sarah Wauquiez, c'est une enseignante et psychologue suisse qui a notamment écrit un bouquin qui fait référence sur l'école en plein air à la Salamandre, avec plein d'idées pour les profs dans cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et là, à ces rencontres, il y a Christelle Ferjou, qui est conseillère pédagogique dans les Deux-Sèvres, qui dit « Ah, c'est bien ce que vous avez dit, Madame Wauquiez, on se revoit plus tard. » Puis en fait, en 2010, Christelle Ferjou, qui deviendra une des enseignantes, et Jacques Vert, conseillère péda, fer de lance de la classe dehors, côté éducation nationale, revient en disant « Ah bah ça y est, j'ai commencé ». Et donc en fait, depuis le début des années 2010, il y a une dynamique comme ça de personnes très engagées, animateurs, enseignants, chercheurs. Et puis arrive le confinement. Et là, le mieux devient une évidence, en fait. Et là, je vais prendre la casquette de la fabrique des communs pédagogiques. Nous, comment on se situe sur le sujet? On est une asso de crise qui s'est créée spontanément au moment de l'annonce du premier confinement pour venir en soutien au service public d'éducation. Donc on ne vient pas profiter d'une crise pour se substituer au service public, mais bien pour venir en soutien. On défend le service public. Et là, en fait, deuxième confinement en 2021,
deuxième fermeture des établissements. Au printemps 2021, on aligne toutes les vacances scolaires, il n'y a plus ABC, et on ferme une semaine, et donc on a 3 semaines avec tous les établissements fermés. Et nous, on a commencé pendant le premier confinement, donc notre travail, c'était faire du soutien aux pratiques numériques des enseignants, parce qu'en fait, on n'était pas prêts, et basculer 900 000 enseignants et 12 millions d'élèves en enseignement à distance en 3 jours, évidemment que ça allait être compliqué, donc avoir des citoyens de bonne volonté qui aiment bien donner des cours d'informatique, ça pouvait aider. Donc on est là, on est des gens qui venons du numérique. Je le pointe parce qu'on n'est plus à une contradiction près, mais surtout ça montre ce qui se passe. Et en fait là, on parle avec des enseignants, beaucoup d'enseignants, ils nous disent c'est pas possible là, on n'en peut plus des protocoles sanitaires. En plus il y a 24 protocoles, ils changent tout le temps. Et puis en même temps, ça faisait déjà 1 an qu'on nous avait dit dès 2020, lorsqu'on avait voulu aider des enseignants, et on a aidé plein d'enseignants, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec des archis. On avait aidé sur le réaménagement des classes, et dès ce moment-là, des enseignants nous ont dit on veut, mais venez, on va dehors. Et là, en fait, en 2021, on a lancé une action où justement on a été chercher les assos d'éduc à l'environnement, les assos d'éduc populaire, les associations de collectivités, des laboratoires de recherche. Et en fait, et c'est là que je dis, il y a un moment, il y a une petite épiphanie, c'est qu'en fait, les gens étaient tellement fatigués, c'était tellement évident, et nous, on apporte une organisation collective qui permet de mettre en mouvement un certain nombre d'organisations. Et 4 ans plus tard, effectivement, il y a 2000 écoles qui s'inscrivent à une initiative sur 59 000, ça commence à faire beaucoup quand il n'y a pas de budget. Et la presse, la presse on doit avoir environ 4 à 5 publications par semaine dans la presse sur la classe dehors. Petites collectivités rurales, villes moyennes de banlieue, grandes métropoles sont aujourd'hui engagées. Et là, en fait, il y a une bascule totale qui a opéré. Et c'est notamment, en fait, grâce aux enseignants et aux élèves, parce qu'une fois que ça a commencé, ils n'ont plus envie d'arrêter. Voilà. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Je trouve que c'est un bon mot de la fin, on ne peut plus les arrêter. Non, ça peut faire un mot de la fin, on peut plus les arrêter. Ouais, très bien. Oui, je te rejoins complètement sur l'exposé effectivement de cette demande qui allait crescendo de la part notamment des adultes qui œuvrent auprès des enfants, hein, pas simplement le scolaire, le périscolaire, l'extrascolaire aussi. On le voit au niveau des centres socioculturels, on le voit aussi au niveau de tous les centres qui accompagnent des publics en très très grande difficulté, comme je sais pas, chez nous, Jeunesse Feu Vert par exemple, ou d'autres structures comme Archipélia, d'accompagnement des jeunes. Et à partir du moment où on sort les jeunes un peu de leur zone, oui c'est paradoxal à dire, de leur zone de confort, de leur quartier, mais des quartiers d'appartements souvent insalubres, inconfortables, suroccupés, mais c'est leur quartier, c'est leur nid, c'est leur cocon. Donc au début il y a une crainte, et une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont accompagnés par des adultes bienveillants, ça c'est quand même essentiel, et que surtout on leur permet de s'exprimer et de trouver eux-mêmes un sujet de lutte, parce que ce sont quand même moi je pense aux jeunes des quartiers politiques de la ville. Ce sont les premiers concernés et ce sont toujours les derniers associés ou concertés. Or, il faut commencer par là. Donc, effectivement, le fait d'aller sur le terrain, je pense par exemple aux marches exploratoires pour les filles. Là, on vient d'avoir un nouveau parc, le parc Aretha Franklin, qui a ouvert, porte de Bagnolet, qui vient d'être inauguré. Et j'ai participé, je fais partie du groupe jeunesse du réseau d'aide aux victimes de violences. Et il y avait justement des animatrices du club de Prèves des Réglisses qui témoignaient du fait que des jeunes filles ont commencé à investir ce parc, s'y sentent bien, parce qu'il y a toute cette nature environnante, et on sait, parce que là il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé que
le simple contact par la fenêtre avec un élément naturel, au niveau de la santé mentale, produisait des effets particulièrement bénéfiques par rapport à quelqu'un qui aurait vu sur un parking ou sur un mur de béton. Et là, donc, ces jeunes filles se trouvent bien dans cet élément naturel où elles trouvent, parce que ça a été bien conçu, des petits recoins où elles sont tranquilles, elles ne sont pas soumises à la vue des garçons et à leur agressivité. Bon, maintenant, une fois que ça a été posé, ce premier constat positif, nous, il va falloir qu'on continue d'être quand même très très vigilants. D'abord, le parc n'est pas terminé d'être aménagé et il faudra systématiquement qu'on laisse cette parole aux jeunes qui habitent le quartier et en particulier les femmes pour lesquelles le domaine public représente très souvent un danger. Donc peut-être que tu pourras nous en dire un mot, mais en tout cas, ça c'est vrai que sa question de l'urbanisme et de l'urbanisme qui intègre systématiquement l'élément naturel est absolument essentiel dans la prise en compte de la parole de ces jeunes et en particulier de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes. C'est ça que très rapidement, alors en 2 mots, juste sur la question de la renaturation des cours, on parlait tout à l'heure, on pense ça va avec le genre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement quand on re-questionne la cour, on re-questionne l'usage, donc on pense à la nature évidemment d'une part, mais on pense aussi à la place du terrain de football, le fameux dont on parle tout le temps, inlassablement depuis des années, et qui donc met généralement les filles en marge de la cour de récréation. Et c'est vrai que dès qu'on re-questionne l'usage, on ramène aussi à la fois de la place pour les filles, pour des lieux d'expression, et aussi pour les garçons qui s'expriment moins, qui sont peut-être plus timides, qui ne vont pas aller jouer au football. Donc je suis totalement d'accord. Normalement, après, on parle des pratiques naturalistes, des amis de la LPO, du Musée naturel et des naturalistes de terre. Voilà, c'est l'enchaînement logique. On essaye. Je suis d'accord, c'est un endroit. Tu veux couper le micro ?